Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net, même le week-end. Comme chaque fin de semaine, on fait le point sur les dossiers chauds des 7 derniers jours. On va parler d'Ukraine, d'Apple et de la police new-yorkaise. C'est parti. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce week-end Rudy Sada. Bonjour. Bonjour Julien. Présentateur de la revue du web tous les matins sur i24 News dans le morning, présenté par Barbara Scherer, ainsi que présentateur de l'émission Social Blog tous les samedis soirs. C'est bien ça? Absolument, et rediffusé dans la semaine. Et rediffusé dans la semaine sur notre chaîne. Et enfin Maurice Fergan, bonjour. Bonjour Julien. Rédacteur en chef au sein d'i24 News. Merci à vous d'être là pour nous éclairer sur les dossiers chauds de la semaine. On va commencer avec des images fournies par Kiev à Washington. On y voit des séparatistes armés dans l'est de l'Ukraine qui sont en fait des militaires ou des officiers du renseignement russe. Regardez tout de suite de quoi il s'agit. Vous allez le voir à l'écran. Regardez, cette image a été très partagée sur Twitter. Elle a été prise en Géorgie il y a 6 ans. On y voit un militaire avec une longue barbe rousse. Il porte l'insigne d'une unité des forces spéciales russes. À côté, on voit ce même homme, sa barbe a un peu blanchi. Et encore ce même homme sur une autre photo qui a été prise lors de la capture d'un commissariat de la ville de Kramatorsk par des militants séparatistes. Et d'après la légende, la même personne a été aperçue en Crimée le 14 avril 2014. Sur son blog officiel, le commandant militaire de l'OTAN a affirmé que la Russie est derrière les événements en Ukraine. Pour lui, il n'y a pas de doute. Le comportement de ces hommes et leur discipline, comme par exemple le fait d'avoir le canon de l'arme pointé vers le sol ou le doigt qui n'est pas sur la détente, montre bien qu'il s'agit de militaires bien entraînés, évidemment, de militaires russes. Je me tourne vers vous tout d'abord, Maurice. Quelle est la situation des journalistes en Ukraine et en Crimée ? Pour le moment, ils arrivent à couvrir les événements. On ne peut pas dire que la situation est similaire à celle qui prévaut en Syrie, mais ça risque à tout moment de tourner mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tirent un peu partout, n'importe comment, des forces, vous l'avez dit, incontrôlées, et c'est toujours des situations périlleuses pour des journalistes. Force russe, hein, selon évidemment les allégations qu'on a lues sur Internet. Qu'est-ce qu'on sait, je me tourne vers vous deux, celui qui veut répondre répond, qu'est-ce qu'on sait de la place des néo-nazis sur place? On a beaucoup parlé, vous savez, des mouvements fascistes au moment du renversement du président ukrainien, notamment la menace sur la communauté juive. Qu'est-ce qu'on sait de ces mouvements aujourd'hui? Pas grand-chose, à mon avis. On sait simplement qu'il y a eu une synagogue qui a été attaquée la semaine dernière au cocktail Molotov. Le film a été diffusé sur le web. On a tous vu ces images. Il y a eu des tracts antisémites qui ont été diffusés. Le Premier ministre ukrainien a condamné le plus fermement possible. Mais plus que ça, je ne sais pas s'il y a un vaste mouvement antisémite en ce moment en Ukraine. Je ne pense pas. Il y a des incidents. Est-ce que ce sont des incidents isolés? Peut-être. Pour le moment. Est-ce que ce sont des incidents commandés? On ne sait pas non plus. Il y a beaucoup de rumeurs sur Internet quand même. Oui, il y a beaucoup de rumeurs, mais par contre, je vais revenir par rapport au lien entre ce qui se passe et évidemment la manière dont la Russie bouge ses pions. Il y a un site qu'on a présenté dans la revue du web cette semaine qui s'appelle Le Printemps Russe. Le Printemps Russe, c'est un site qui explique si vous voulez passer la frontière russo-ukrainienne et aller récupérer une ville ou occuper. Et donc, il y a tout un mode d'emploi. Par exemple, ne pas passer avec des armes, des bombes lacrymo, être le plus discret possible. Il y a même les prix de gaz lacrymogène dans les boutiques ukrainiennes. Il y a plein de conseils comme ça qui sont donnés. Nettoyez pour les nuls. Absolument. Nettoyez vos portables, faites attention à vos réseaux sociaux, etc. avant de passer la frontière. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le site n'est pas un point RU, mais je crois que c'est un point US. Et en fait, c'est le point, c'est l'extension qu'on avait donnée à l'Union soviétique. Internet. Oui, l'extension, le point. .fr, etc. Et donc là, ça renvoie à URSS, ce qui a été donné dans les années 90. Donc ça veut bien dire ce qu'il y a derrière ce site. On ne sait pas officiellement qui est derrière le site, mais en tout cas, il est très bien fait. Puis c'est aussi un site d'infos avec des infos évidemment un petit peu manipulées. D'accord, donc beaucoup de rumeurs sur Internet, comme on l'a dit, on a vu notamment des rumeurs circuler sur Facebook avec cet appel lancé aux Juifs de s'enregistrer. On ne sait pas si ça a été réel ou non. En tout cas, beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. On va s'arrêter sur l'Ukraine pour parler à présent d'Apple. C'est un sujet beaucoup plus léger. À l'occasion de la Journée de la Terre, Apple a réaffirmé son intention de proposer des produits de qualité tout en préservant l'environnement avec sa campagne Better. Et c'est toujours cette semaine qu'on a appris que la compagnie américaine a racheté un projet qui permettra de créer de l'électricité grâce à de l'eau. L'objectif de ce projet est d'utiliser l'énergie renouvelable créée pour alimenter son centre de stockage des données, donc rester entièrement vert. Le concept est simple.
poser des barrages sur des réseaux d'irrigation agricole pour générer de l'électricité. Fallait y penser. Pour vous donner une petite idée, ce projet devrait pouvoir générer la quantité d'énergie nécessaire pour l'approvisionnement d'environ 2500 foyers. Regardez. For me, the project started in the summer of 2009. Out of the blue, a telephone call. It's Steve. Hi, Norman. I need some help. I was out there 3 weeks later. And look at this. The first point of reference, I think, for Steve was the campus at Stanford, his home territory, and also the landscape that he grew up with. He still remembered it as the Fruit Bowl of America. The idea is to bring California back to Cupertino. Our plan is to transplant the strongest of the trees on the site and augment them with even more resilient species such as oaks that are well adapted to our dry climate. When Apple Campus 2 is finished, 80% of the site will be green space. Une question pour vous, Rudy, le slogan, j'ai noté, le slogan d'Apple, « Laissez le monde meilleur que nous l'avons trouvé ». C'est mignon. C'est mignon, c'est le nouveau cri mignon. d'Apple, on y croit, sincèrement. On n'y croit que moyennement. Alors cela dit, c'est un vrai enjeu. Il faut savoir qu'avec le développement d'Internet, il y a des questions d'environnement qui vont se poser. Après, on voit l'argument marketing qui est derrière de jouer sur le côté vert. Mais c'est vrai que on va dire, le poids écologique d'Internet commence à être un vrai débat. Il y a 15 jours, Greenpeace avait épinglé Amazon et avait épinglé Twitter pour le coût énergétique, le coût en CO2 Et à l'inverse, avait félicité Apple. Et avait félicité Apple. Donc, il y a vraiment des questions qui se posent. On a toujours cette impression d'Internet propre, mais il n'est pas parce que ce sont des serveurs, c'est du transport, c'est de l'électricité, c'est énormément de matière. Donc, c'est une question qui va se poser. Et Apple, qui a toujours quelque part été en avance, à mon avis, au niveau marketing, ils ont raison d'être en avance, mais même stratégiquement, ils ont raison de jouer à la carte verte dès maintenant. Qu'on soit bien clair, en fait, ce qui pollue, c'est le fait de stocker nos données. C'est-à-dire que quand on utilise Facebook, Twitter, etc., ils stockent nos données quelque part. Donc, c'est une entreprise qui utilise beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, qui, elles, polluent ou non. Donc, Apple utilise des énergies, des entreprises qui ne polluent pas, tandis que d'autres entreprises que vous avez citées, notamment Microsoft, je crois, et Twitter, elles sont bien plus, polluantes. Est-ce que vous pensez que ce genre de classement, Maurice, réalisé par Greenpeace, peut avoir un impact sur les entreprises ? Écoutez, je ne sais pas, mais moi, quand Apple... Ou sur les utilisateurs. Quand Apple se met au vert, moi, je me pose des questions. Qu'est-ce que la compagnie à la pomme veut cacher avec cette campagne de relations publiques ? Peut-être les dortoirs de Foxconn à Taïwan ou de Pétagone en Chine, où ce sont les usines, gigantesques usines où sont produits les constituants des iPhones, des iPads et des Macintosh et d'iBook. Alors, il faut savoir que les conditions dans ces usines sont terribles. On force, par exemple, des stagiaires de 16 ans à travailler. Il y a un salaire de misère, $1,30 de l'heure. Les employés font des semaines de 60 heures, alors qu'en Chine, c'est réglementé à 49 heures. Et le pire, c'est qu'il y a des suicides. Il y a des suicides, on n'arrive pas à savoir vraiment pourquoi, à tel point que la société Foxconn a été obligée d'installer des filets autour des fenêtres de l'usine pour empêcher les gens de sauter par les fenêtres. Et je voudrais juste finir avec cette donnée qui est assez impressionnante. La société Foxconn a embauché 2000 psychologues pour s'occuper de ses employés. Donc, c'est bien que Apple se met au vert, mais je crois qu'il devrait d'abord voir ce qui se passe dans les usines de fabrication. D'accord, donc ça, j'ai du mal à un peu enchaîner après cette note un peu noire, mais malheureusement noire et non pas verte. Donc, sur Apple, malheureusement, c'est aussi la réalité des constructions des iPhones. Il faut aussi le rappeler. On parle de notre dernier sujet. On parle de la police new-yorkaise. On termine avec ce qu'on peut appeler une fausse bonne idée. Dans un bel élan de communication, la police de New York a demandé mardi dernier aux New-Yorkais de poster sur Twitter des photos d'eux avec des agents. Les meilleurs devaient être sélectionnés et diffusés sur Facebook, et ça a été le cas. Vous voyez quelques exemples à l'écran. Voilà, ça c'est les photos plutôt sympas. Mais rapidement, la campagne a été détournée et des dizaines de photos dénonçant la brutalité policière et les contrôles sans raison des jeunes noirs et latinos ont envahi le net. Vous les voyez à l'écran. Comme c'est le net, tout de suite, je me tourne vers vous, Rudy Saada. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter qu'une campagne Internet soit détournée de son sens premier ? Je pense à un exemple très précis en tête. Il y a une campagne qui a été lancée sur les réseaux sociaux pour la journée de la Shoah qui s'appelle We Are Here. Je sais que vous allez parler de la Shoah dans votre émission cette semaine, et qui a été détournée par les pro-palestiniens notamment, qui disent nous aussi, les Palestiniens, We Are Here, face aux rescapés de la Shoah, nous sommes là. Donc encore un exemple de campagne qui n'a pas fonctionné, qui a été détournée.
Est-ce que c'est évitable ? La meilleure manière d'éviter de Ne me faire... dites pas, c'est de ne pas faire de campagne, parce que ça va Eh être bien, très c'est triste. de ne pas faire de campagne, absolument. C'est-à-dire que c'est vieux comme le web. C'est-à-dire qu'on sait maintenant très bien, un communicant ne peut pas se dire attention, il n'y aura pas de retour de bâton. Quand on parle de police et qu'on donne aux gens la possibilité d'agir sur le hashtag, c'est évident que ce genre de choses va arriver. Donc aujourd'hui, on le sait, il faut réfléchir autrement sa campagne Internet, il faut réfléchir autrement sa campagne virale et finalement c'est un peu, on se dit Internet, voilà, on donne la parole aux gens. Mais ça part d'un bon sentiment, puisque par exemple là cette campagne c'était pour montrer la police sous un bonjour, la campagne lancée par l'armée israélienne c'est pour se photographier avec des rescapés de la Shoah, et pourtant systématiquement il y a toujours des gens qui voudront détruire, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, donc avec Internet on donne, avec l'anonymat notamment, la possibilité à tout le monde voilà, de détruire une campagne, et c'est tellement facile qu'aujourd'hui vraiment je vous réponds, vaut mieux pas la faire, ou réfléchir autrement, ou en tout cas peut-être casser l'interactivité du net, qui est quand même la base de l'échange, comme on dit 2.0, et bien peut-être se dire que ça ne va aller que dans un sens. On va verrouiller pour que ça n'aille que dans un sens, ça ne puisse pas repartir de l'autre sens. Parfois avec certaines vidéos qui faisaient polémique où les commentaires étaient verrouillés sur YouTube pour éviter toutes les critiques. Maurice, est-ce que la police et les réseaux sociaux font bon ménage ? Écoutez, moi, je me pose la question. Petit à petit, la gendarmerie, etc. Moi, je suis obligé de me poser la question sur le rôle de la police. La police est là pour se faire respecter et faire respecter la loi. Et les flics ne sont pas là pour être aimés. Alors, je ne comprends pas très bien l'intérêt de cette campagne. Je crois comprendre, en plus, que les résultats à New York étaient relativement flatteurs, puisque j'ai pris des statistiques. En 2013, le nombre d'homicides a baissé de 20%. Donc, normalement, la police n'a pas besoin de faire une campagne de promotion pour justifier son travail. Par contre, selon les données du FBI, la chose est un peu différente. Le FBI a publié ces données, publié en permanence ces données sur le web, et on apprend que finalement la criminalité est plus forte dans les grandes villes que dans les petites localités. Donc peut-être qu'il y a besoin effectivement de redorer l'image de la police dans ces grandes villes. Je ne sais pas, mais je suis très sceptique sur ce type de campagne, d'autant qu'elles sont toujours détournées. Rodi, vous saluez lorsque la police française ou la gendarmerie française se met sur Twitter ? C'est toujours bien d'essayer, c'est toujours bien d'agir, c'est une sorte de démocratie participative, en tout cas c'est une tentative. Après voilà, on ne peut pas éviter ce genre de retour de bâton, c'est normal. Tout de même, on apprécie lorsque la police communique sur ses actions sur Twitter, excusez-moi de faire l'avocat de la police, mais lorsqu'ils mettent les vidéos en ligne des courses-poursuites ou ce genre de choses, ou lorsqu'ils appellent le public à aider pour une personne disparue, on salue ce genre d'initiative en général. Donc pourquoi est-ce que la police devrait être critiquée lorsqu'elle se met en scène comme sur disait Facebook ? Maurice, la police n'est pas là pour être aimée, vouloir absolument être cool et être sur le net et utiliser les mêmes outils que d'autres, que des chanteurs, ou enfin voilà, par exemple si Rihanna, mais d'ailleurs je pense que même si demain Rihanna lance une campagne du même type, elle aura le même type de réaction. Il y aura toujours des gens contre et ça sera toujours très facile parce que le hashtag permet d'arriver, le hashtag permet de ne pas être évité en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où vous correspondez au hashtag, vous allez cohabiter avec la campagne officielle. Allez, on termine avec les images de la semaine sélectionnées par nos invités. Maurice, je commence avec vous rapidement. Un petit film vidéo de 4 minutes qui a fait le tour du web. C'est un père néerlandais qui a décidé de filmer sa fille chaque semaine, de sa naissance jusqu'à l'âge de 15 ans. Et le résultat, donc, c'est ce petit film. Alors, moi, ce qui m'a impressionné, c'est pas tellement la petite fille qui change, mais c'est la volonté du père qui n'a jamais oublié de filmer sa fille pendant 15 ans. Je trouve ça remarquable. Alors, on voit plusieurs images de ce montage. On a parlé la semaine dernière dans notre émission. Rudy, à vous. C'est aussi de belles images. En fait, ce sont des internautes. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, qui recolorise des images d'archives et leur donne. Et ça me fait penser au succès d'Apocalypse sur les télés françaises. On a vu la Première Guerre mondiale. Qu'on voit à l'écran. Alors là, il s'agit du père d'Anne Frank qui revient sur les lieux de la cachette. Et donc cette photo, elle date de 1960. Et là, elle prend en couleur une dimension vraiment particulière. Il y en a une autre. Voilà, c'est la construction du pont de San Francisco où là, voilà, la voyant comme ça en couleur, on a l'impression que c'est quasi. Ça me fait penser
penser aux content. vieilles images colorées qu'on achetait chez les bouquinistes ou au marché aux puces. Je préfère le noir et blanc en l'occurrence. Et là, je sais pas, ça donne on est beaucoup plus concerné en voyant la couleur, puisque ça. Notamment avec l'image d'Anne Frank, de voir une image, je pense aux jeunes générations, de voir une image du père d'Anne Frank en couleur parlera peut-être beaucoup plus aux enfants qui se sortiront dans un passé plus proche d'eux finalement. Comme je disais, le succès d'Apocalypse sur la Première Guerre mondiale, ça prouve qu'on a l'habitude de voir de vieilles images en noir et blanc. Le fait de le voir en couleur, on arrive beaucoup plus à être en empathie avec ce qui s'est passé. Et ça, c'est quasiment inévitable. Eh bien, merci à vous deux d'avoir été là. Et Rudy Sada, je rappelle que vous présentez l'émission Social Blog et vous parlerez notamment de la Shoah, puisqu'on a parlé d'Anne Frank. Comment transmettre la Shoah aujourd'hui avec toutes les méthodes et tous les débats autour de cette question. Donc c'est le Social Blog de cette semaine à l'occasion des commémorations internationales de la journée de la Shoah. C'est Yom HaShoah et c'est en Israël, ce sera de dimanche à lundi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi pour de nouvelles informations en provenance du net. Passez un excellent week-end. Bye, vous me manquez déjà.